On essaye de travailler sur les impacts de l'IA. C'est des impacts sociétaux, environnementaux, tous ces impacts économiques aussi qu'on prenne en compte quand on parle de l'IA responsable. En quelques mots pour vous dire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Depuis 5 ans, on a mené des ateliers de sensibilisation aussi à l'IA parce qu'en 2018, on avait lancé au début un baromètre pour savoir quelle est la notoriété de l'IA, l'image des Français de l'IA. Et ce baromètre, on l'a mené chaque année. Là, cette année, à Vivatech, on va annoncer les résultats de la 5e édition. Et on voit bien l'évolution et le fait que l'IA est de plus en plus connue, de plus en plus utilisée. On a des résultats sur les usages, les nouveaux usages des IA génératives, les implications que ça a aussi sur les interrogations des Français, aussi que des salariés et de leurs différentes problématiques. Donc, il y avait ce besoin de former, acculturer, sensibiliser. Et on a eu beaucoup de campagnes et des ateliers pour mener des actions dans cette direction. On a aussi toute une partie de plaidoyer. Donc là, on rassemble et on essaye au maximum de faciliter les discussions et les échanges avec les politiques, les régulateurs autour de l'IA. Et on espère avoir de plus en plus de l'impact et pour ça il faut qu'on arrive à avoir de plus en plus aussi des entreprises qui s'engagent parce qu'il est responsable au final et au quotidien c'est des engagements que les entreprises prennent pour mettre les principes en pratique. Donc ici, vous voyez une multitude des études qu'on a fait, des guides pratiques et surtout des outils qu'on essaye d'amener pour les entreprises pour qu'ils puissent mettre en place ce qu'on appelle l'IA responsable dès la phase de la conception jusqu'aux usages, parce qu'il n'y a pas que le développement. Il y a tout un volet de formation et de sensibilisation interne qui est très important et que nous traitons avec le groupe de travail éducation. Et aujourd'hui, je suis là pour vous présenter le rapport que ce groupe de travail a mené sur l'inclusion, plus spécifiquement sur les personnes en situation de handicap. On est parti d'un constat du fait que les personnes qui sont aujourd'hui en situation de handicap, elles ont beaucoup de mal à accéder aux solutions d'IA. Il y a très peu de recours à des solutions qui existent, soit parce qu'ils ne connaissent pas, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et donc, ce constat nous a motivés à aller chercher à la fois les personnes qui ont utilisé des solutions, les personnes qui sont dans une situation de handicap et voir quelles sont leurs difficultés, aussi bien que les entreprises qui déploient des solutions dans leur programme de formation. Et on a essayé à la fin d'avoir un catalogue de solutions qui existent. Bien sûr, il n'est pas exhaustif. Il est un premier essai pour lancer l'appel aux acteurs à nous rejoindre et à compléter ce catalogue de solutions qui, évidemment, je pense aujourd'hui, avec les IA génératives, va être de plus en plus important. Donc, il y a aussi un travail de maintenance. Enfin, ces rapports, généralement, nos publications sont au début, au moment où on les lance, parce que ça nécessite une revue et une mise à jour continuelle. Et c'est le cas de toutes les boîtes à outils qu'on fait. On a aussi publié sur Green AI et on va discuter tout à l'heure. Ça nécessite toujours de faire des mises à jour parce que c'est un domaine où les technologies évoluent très vite. Aujourd'hui, je vous invite à le télécharger.
Si vous voulez savoir un petit peu plus sur les solutions, je ne vais pas faire la promotion de ces solutions, mais en gros, nous, on a identifié 16 startups françaises qui proposent concrètement des solutions pour intégrer dans les formations différents types de handicaps. Par exemple, je peux parler de Pitch Boy qui permet aux apprenants qui ont des handicaps auditifs ou ceux qui sont avec des handicaps type dyslexie de participer à des cours à l'oral, donc qu'avec de text-to-speech, intégrant des IA à ce niveau-là, ils permettent aux personnes de suivre une formation qu'en parlant. Donc ça inclut toute une partie des personnes qui normalement auront du mal à accéder à des informations. On a vu avec cette étude beaucoup des apprenants qui ont pu accéder à une formation ou un emploi parce que c'est grâce à 80% ou 90% grâce à des camarades ou des collègues. C'est le cas le plus mentionné parce qu'ils fournissaient l'accès à les notes et on pense qu'avec Impact AI, vu les solutions qui existent, IA nous permet d'aller fournir ces informations aux personnes si elles sont intégrées dès la conception de la formation. Donc je vais peut-être laisser, je ne sais pas s'il me reste de temps, mais laisser la place à Tristan, au prochain speaker. Et je serai là pour la table ronde pour répondre à des questions, pour qu'on discute sur tout ça et peut-être plus large sur ce qu'on fait avec Impact AI et ce qu'on fait sur l'IA responsable. Merci beaucoup. Première question, c'est le contexte climatique. Alors moi, je suis l'écolo de service qui est venu en vélo pour vous emmerder avec les questions qui font un petit peu pénibles à entendre. Le changement climatique, vous en avez sûrement entendu parler, mais il convient de rappeler quand même les fondamentaux. Ça, c'est l'évolution de la température sur les 2023 dernières années. Donc ça varie de temps en temps, etc. Et puis là, voilà, c'est l'enfer. Et croyez-moi, ça n'est que le début. Ça monte très 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 vite en un siècle. Voilà. Et tout ça pourquoi? C'est parce qu'il y a des gaz à effet de serre qui sont émis par l'homme, qui s'accumulent dans l'atmosphère et qui évoluent au fil du temps. Alors justement, c'est cette courbe-là qu'on voit là, en gris, presque noir. Ça monte. Si on ne se rend pas bien compte, mais en fait ça monte comme ça, hein, si on revient plus en arrière. Puisque là, ça ne remonte qu'en 1990, mais si vous regardez depuis 1850, ça monte dramatiquement. Et où est-ce que ça va aller? Eh bien, si ça continue à monter comme avant, eh ben, on arriverait à peu près à 4,5 degrés de réchauffement en moyenne sur l'ensemble de la planète, c'est-à-dire à peu près 8 degrés en France. Et la France serait en gros inhabitable et de toute façon une très grande partie de la planète. Dieu merci, on a mis en place des politiques au niveau des différents gouvernements et on en est là. Il y a des politiques actuellement. Nous sommes ici, voilà. Ça nous amène en gros à un monde un petit peu en dessous de 3 degrés de réchauffement. Ce qui est une catastrophe puisque l'accord de Paris, lui, il vise à être quelque part entre 1,5 et 2 degrés. Idéalement plus près de 1,5 que de 2. Et vous voyez que ça veut dire que nos émissions, il faudrait qu'elles baissent drastiquement. Drastiquement. Il faudrait qu'elles soient divisées par 4 en 2040, 2050. Divisées par 4. Donc en gros, il ne faut plus faire de puits de pétrole, il ne faut plus faire brûler de gaz, et il ne faut plus faire brûler de charbon. Et donc il faut réduire considérablement notre consommation d'énergie, sinon l'humanité va dans le mur. Je peux le dire plus poliment que ça. Alors, ce n'est pas la planète. Alors, la planète va souffrir. Hein. Elle souffre déjà. On a une problématique de biodiversité énorme. Mais c'est les habitants de la planète qui souffrent, pas la planète en tant que telle. Par contre, la civilisation, l'humain ne va pas disparaître, mais la civilisation telle qu'on la connaît, très probablement. Avec, à la clé,
suivant le scénario qu'on va choisir, plusieurs milliards de morts. Ça va, ça va être douloureux, en gros. Voilà. Mais quand on fait du numérique, donc on émet des gaz à effet de serre, mais ce n'est pas le seul problème. Il y a aussi la consommation d'eau, parce qu'évidemment, il faut de l'eau pour refroidir les centrales nucléaires, sans lesquelles ça ne marche pas. Il faut de l'eau pour refroidir les data centers, sans lesquels ça ne marche pas. On consomme évidemment beaucoup de minerais pour fabriquer les data centers, les ordinateurs, les terminaux, les équipements réseau, la production de déchets qui va avec tout ça, et puis bon, je vous en ai déjà parlé, la consommation d'énergie. Seulement voilà, cette histoire, elle est en train de passer au second plan. D'une part parce que c'est des mauvaises nouvelles et puis que c'est plus des nouvelles puisque ça fait depuis 1990, premier rapport du GIEC, qu'on nous rabat les oreilles avec le fait qu'on a un problème avec le climat, donc c'est plus des nouvelles, et puis en plus c'est des mauvaises nouvelles, donc on passe à autre chose. Et là, Dieu merci, on a ChatGPT qui est quand même le nouveau gadget super cool qu'il faudrait qu'on utilise tous. Et on a à peu près tous intérêt à l'utiliser. Moi, j'ai regardé autour de moi. Ma femme est juriste, mon fils est journaliste, mon frère il est photographe, moi je suis informaticien. Tous ces métiers-là sont potentiellement hyper impactés par l'IA générative. Celui qui est payé pour écrire des textes, il ne va plus être trop payé, hein, parce que le ChatGPT, c'est super bien écrire des textes. Midjourney, c'est super bien faire des photos qui n'existent pas. Bon, les gens ont 14 doigts, mais c'est pas grave. Ça va s'améliorer. Les juristes, moi j'ai montré ChatGPT à ma femme, il dit je vais bien l'avoir avec une question bien pourrie sur les droits de copropriété, machin, etc. Parce qu'elle est juriste dans l'immobilier. Puis elle est restée bouche bée devant la qualité de la réponse. Et en fait, et puis tous les trucs genre GitHub Copilot qui, pour les informaticiens, mes collègues, disent ah ouais quand même, il écrit vite du code, quoi, beaucoup plus vite que je ne tape au clavier. Donc bref, ça va impacter tous ces métiers. Mais puisqu'on est là aujourd'hui pour parler d'éducation, je vais vous parler de Sal Khan, qui est le monsieur qui a fait Khan Academy, qui est un MOOC aux États-Unis, extrêmement populaire et qui a rendu beaucoup de services. Et ce monsieur a fait une conférence TED où il expliquait que l'IA allait changer plein de choses et que ça allait être génial parce que grâce à ça, on allait avoir, suite à des cours donnés par des professeurs, on aurait un tuteur, un prof particulier derrière chaque élève qui pourrait aider les élèves à faire les exercices et que ça, vraiment, ça ferait une hausse massive de la qualité de l'éducation. Et il fait des démos et c'est effectivement assez convaincant et c'est sexy. Alors là, on se dit, ah ouais, voilà, il nous faut une IA absolument pour l'éducation. Mais la question, c'est quoi l'impact énergétique, climatique de l'intelligence artificielle? C'est pas parce que vous trouvez un truc super sexy que le problème du climat il est résolu. Non, il est peut-être passé dans votre esprit en arrière-plan, mais le problème concrètement, il est toujours là. Et alors là, il y a un papier, bon, j'ai mis l'adresse en bas, si vous cherchez Climate Cost of AI Revolution dans votre moteur de recherche préféré, vous allez trouver. Sinon, sur mon site standblog.org, vous avez un article avec les références où j'ai toute une liste de papiers académiques sur ce sujet-là. Et en gros, le premier de la liste, résumé de cette façon-là, c'est qu'en gros, oui, entraîner une IA, ça consomme vraiment beaucoup. Mais le vrai problème, c'est quand on aura, disons, une centaine d'IA généralistes qu'on va essayer de faire tourner à destination de 1 ou 2 milliards d'internautes. Hein, on est 8 milliards sur la planète, tout le monde n'utilise pas ce genre de truc, mais ça va venir. Mais même à 2 milliards de personnes, ça passe pas à l'échelle. C'est-à-dire qu'en fait, ça boufferait plus que toute l'énergie renouvelable disponible. Énergie qui nous serait pourtant très utile pour recharger des vélos à assistance électrique. Je ne vous parle même pas de recharger des Tesla. Je vous rappelle, une Tesla, ça a 200 fois plus de batterie que le vélo que j'ai pris pour venir. Donc, c'est monstrueux ce que ça consommerait si on avait une centaine d'IA génératives à disposition des internautes à grande échelle. Et donc, moi, j'étais prêt à vous dire, et j'avais signé pour ça, quand j'ai proposé ce talk ici, je me suis dit, de toute façon, je vais vous dire, arrêtez de rêver, on ne peut pas avoir d'IA. Mais il y a deux choses qui m'ont fait changer d'avis.
Voilà, je vous spoil. Alors déjà, Pierre, qui nous a fait un article que j'ai lu avec attention, qui dit, mais en fait, on arrive à faire tourner une IA sur un PC avec 32 Go de RAM. Alors, tout le monde n'a pas un PC avec 32 Go de RAM, mais quand même, c'est pas monstrueux, 32 Go de RAM. C'est 4 fois plus que ce que vous trouvez sur un Macintosh d'entrée de gamme, par exemple. Ma foi, c'est pas si gros que ça. Et j'ajouterais même, depuis, on a réussi à faire tourner des IA sur des smartphones. Donc, c'est pas complètement perdu. Seulement, bon, quand on regarde un peu en détail, Pierre a fait une vidéo de son interaction avec une IA qu'il a mis sur sa machine. Vous lui demandez la liste des capitales de l'Union européenne et il vous dit Madrid, Rome, Berlin. Alors, c'est pas faux, mais la réponse est partielle quand même, on peut le dire. Hein. Et il lui dit, mais t'en as loupé quelques-uns. Et l'autre ne se démonte pas et lui répond, on dirait un extrait d'un manuel informatique où il lui raconte que oui, il y a des contrôles d'accès, machin, etc., pour filtrer les utilisateurs. Mais quel rapport avec les capitales européennes? On ne saura jamais. C'est pas grave. Et puis, il y a un deuxième truc super intéressant, c'est un mémo qui a fuité de chez Google. Alors, il faut se méfier des trucs qui fuitent, hein, parce que parfois, c'est plus pour manipuler les gens ou pas. Mais à mon avis, ce mémo est authentique. Et il dit, regardez, nous, chez Google, on est cuit parce qu'il y a des gens qui font de l'IA open source avec des language models qui sont de bien plus petite taille. Et ces gens-là, ils font avec 100 $ et, que je dise pas de bêtises, 13 milliards de paramètres, presque aussi bien que nous, avec 10 millions de dollars et 540 milliards de paramètres. Et en fait, comme ils le font avec peu de moyens, ils arrivent à itérer hyper vite et ils progressent plus vite que nous et ils sont en train de nous rattraper. Et en gros, les milliards qu'on a investis dans l'IA à très grande échelle, eh bien, ils sont en train de partir en fumée. Bref, ça sent le roussi chez Google, mais au moins, ils ont la franchise de se la mettre entre eux. Eh bien, au final, moi, je ne sais pas. Parce qu'en fait, je ne sais pas. À la question, est-ce qu'on peut se permettre, au niveau de l'humanité, d'avoir à la fois une bonne trajectoire climatique et de l'IA? Eh bien, j'en sais rien. Parce que ça bouge trop vite. Parce que c'est vrai que ça consomme beaucoup. C'est vrai qu'il faut réduire massivement, hein, diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre. Mais est-ce qu'on va se permettre de faire de l'IA ou pas? J'en sais rien. Parce que si ça continue comme ça, peut-être que oui. Il faudra en tout cas être frugal. Il ne faut pas se lâcher à fond. Mais en tout cas, on pourrait avoir de l'IA sur des sujets qui sont essentiels, dont l'éducation, peut-être, pourrait être un des récipiendaires. Mais revenons à Salkan, parce que Salkan, il disait quelque chose dans sa conférence TED qui était super intéressant. Il disait, pour nous rassurer, je l'ai traduit en bas, « Ok, nous, l'humanité, sommes passés par d'autres points d'inflexion à un moment. Nous sommes passés par la révolution industrielle, on a eu peur, mais en gros, ça s'est bien passé. » Sous-entendu, oui, bon, d'accord, en fait, la révolution industrielle et l'IA, c'est un petit peu de la même ordre de grandeur. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Alors déjà, il faut savoir quand même qu'il y a quand même des classes sociales qui ont payé très cher la révolution industrielle, au point qu'on y a eu ce tableau qui s'appelle la ruelle du jean, qui représente le moment où Londres était en train de sombrer dans la révolution industrielle, où tout le monde picolait pour réussir à vivre l'insoutenable de la révolution industrielle, et que les gens étaient dans des états juste pas possibles. Et documentez-vous sur ce qui s'est passé avec le jean à Londres en 1750. C'est assez fascinant, parce que les gens, ça tisait vraiment beaucoup. Voilà. Donc, n'oublions pas que ça n'a pas été facile pour tout le monde. Avec le recul, on oublie vite ceux qui ont souffert. Et puis, il y a un deuxième truc qu'il a oublié, Salkan, c'est ici, c'est qu'à ce moment-là, s'est passé l'invention de la machine à vapeur. Pourquoi je vous parle de la machine à vapeur? Parce que c'est une des grandes choses qui a permis la révolution industrielle. Ok, en fait, on s'en fout. Sauf qu'on ne s'en fout pas. Pourquoi est-ce qu'on a fait la machine à vapeur? Eh bien, ça a permis d'utiliser la force des machines. Et donc, on s'est mis à faire plus de machines pour fabriquer d'autres machines, pour extraire des énergies fossiles qu'on a brûlées, du gaz, du charbon, du pétrole, pour fabriquer des machines, pour faire des usines, pour faire la révolution industrielle, pour faire des gaz à effet de serre.
Donc en fait, quand il dit, Salkan, on est sorti de la révolution industrielle, c'est entièrement faux. C'est entièrement faux. On n'a pas fini, on n'a pas reçu l'addition de la révolution industrielle. C'est comme quand on va au resto, si vous voulez. Vous arrivez au resto, vous êtes un enfant, vous ne connaissez pas bien le mécanisme du resto, on dit on va au restaurant, on va manger des frites. Alors le gamin, il est content, il va au restaurant, il va manger des frites, il voit les frites qui arrivent, c'est top. Il y a des frites qui arrivent, c'est génial. Il dit ah c'est super, et je peux avoir d'autres frites? Oui, tu peux avoir d'autres frites. Alors d'autres frites arrivent, il est super content. Il n'a pas encore réalisé deux choses. C'est que d'une part, il y a probablement des gens qui sont en cuisine en train de transpirer pour éplucher les frites, d'une part, et d'autre part, il n'a pas encore reçu l'addition et il ne se préoccupe pas du problème. Mais c'est ça l'humanité aujourd'hui. La révolution industrielle, on a vécu les bienfaits. Ici, tout ça, c'est issu de la révolution industrielle. La vérité, c'est comme au restaurant, l'addition, on arrive à la fin. Eh bien, le changement climatique, c'est l'addition de la révolution industrielle. Donc quand Salkan dit c'est chouette, on va s'en sortir, après tout on a vécu la révolution industrielle, Salkan c'est l'enfant qui vient de manger ses frites mais qui n'a pas encore compris ce que c'était que l'addition du restaurant. Alors, éduquer, oui, ça c'est très important. Est-ce qu'on fait une meilleure éducation? Mais moi la question que je voudrais vous poser c'est est-ce qu'on fait quoi? Avec cette éducation, est-ce qu'on fait des serviteurs de la révolution industrielle qui continuent à prolonger l'extractivisme, qui font des bons cadres dans des startups pour gagner plus d'argent? Ou bien est-ce qu'on fait des gens qui sont indépendants, qui réfléchissent et qui sont capables de se dire l'humanité va dans le mur, il est temps de tourner le volant? Voilà. Je ne sais pas combien ça dure, mais il est temps que ça cesse. Merci. J'ai prévu une petite démo, effectivement, de ce que Tristan a montré. Je m'appelle Pierre Bessac, bonjour. Je suis ingénieur en informatique de métier et de passion. Donc, je vais vous parler de centres de données, puisque c'est un peu le truc au cœur du problème. Les optimisations, l'open source, libre, free open source, enfin, le FLOSS, comme on dit, que Tristan connaît bien, vu son passé chargé en la matière. La sobriété et les IA contre les algorithmes conventionnels. Alors ça, c'est un graphique pour resituer un peu le débat au niveau CO2 français. C'est uniquement en usage énergétique français. On a la chance d'avoir un mix électrique français très décarboné grâce au nucléaire quand il marche. En général, ça marche quand même plutôt pas mal. Donc en fait, en France, on a 12% seulement du CO2 émis en usage énergétique qui est d'origine électrique. Là-dedans, le numérique, c'est donc tout le numérique, pas juste l'IA, c'est 10%. Ça veut dire que l'usage de nos téléphones, des data centers, des réseaux mobiles, etc., c'est 1,2% du CO2 français. Donc c'est pas négligeable, mais c'est pas colossal. Enfin, c'est peut-être pas aussi colossal que la part médiatique qu'on entend tout le temps nous le laisserait croire. Le gros du CO2 français, du coup, c'est le transport. Donc la voiture, l'avion, éventuellement le ferroviaire, mais surtout la voiture et le camion. Ensuite, sur les data centers. Alors hier est sorti un rapport RTE, ça c'est tout frais, hein, ça date d'hier, qui a communiqué sur la vision à 2035 de la consommation électrique française. Alors, étant donné qu'on va devoir transférer énormément d'usages actuellement fossiles sur l'électrique, c'est vain d'espérer réduire la consommation électrique. On n'y arrivera pas. Déjà, si on arrive à tenir la demande, enfin à transférer correctement l'usage fossile, ça va être un gros boulot. Mais on va devoir obligatoirement avoir une croissance de l'usage d'électricité, par exemple par le transfert de la voiture thermique sur la voiture électrique. Ça va être un des gros postes. Le chauffage également. Et ça veut dire aussi qu'il faut faire attention à notre consommation électrique de toute façon. Et de toute façon, on ne va pas, sans doute pas, transférer 100% du usage fossile parce que ça ferait trop. Donc il va falloir faire moins de voitures, faire peut-être moins de ferroviaires même, moins de numérique. Enfin, ça va être super difficile et je ne sais même pas si on va y arriver en fait. Hein. Je rejoins Tristan là-dessus. C'est vraiment une des grandes inconnues. Et donc pour les data centers, RTE a publié un graphique où ils expliquaient que le data center, alors dans leur com, on avait l'impression que les data centers allaient exploser à partir de 2023. Enfin, à partir de maintenant, en fait, avec un x13. Sur le graphique de la conférence de presse, c'était ça, ce qui est complètement hors sol. Enfin, il n'est pas question que les data centers explosent par un facteur 13. Donc j'ai creusé les données sources, ce qu'il faut toujours faire dans ce genre de truc. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, ça vient d'un sondage
enfin pas le x13, mais ils ont un peu simplifié le graphique sur la com, et le vrai graphique, il est là. Donc en fait, le triangle orange, c'est l'incertitude sur la croissance des data centers entre les différents acteurs. Comme vous voyez, l'écart est très large. Ça veut dire qu'il n'y a pas de consensus sur la consommation énergétique future des data centers. Vous avez l'ADAME et l'ARCEP qui ont fait une étude conjointe, qui sont les deux petits points noirs, qui sont plutôt dans la borne basse. Et puis il y avait d'autres acteurs qui ont répondu à la même enquête, le même sondage. Ça a été fait par Ipsos, hein, littéralement, qui ont des estimations beaucoup plus élevées. Moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'on sera vers les points noirs, voire plus bas. Mais on verra, l'avenir le dira. Alors les centres de données, c'est très difficile d'en évaluer l'impact en fait. Là, ce que vous avez vu sur le graphique, c'est plutôt des estimations sur les gros centres de données qu'on ne peut pas louper. Ceux des GAFAM d'une part, donc eux, ils ont publié en ce moment quelques chiffres. Il n'y en a pas tant que ça en France. Et puis en France, on a ce qu'on appelle les centres de colocation, qui sont en fait des salles où chacun peut louer, enfin c'est la même chose que louer un espace pour stocker des choses, hein, ou une copropriété. Chacun se loue un rack et le fournisseur du data center fournit la connectivité, les serveurs éventuellement, ça dépend. Il y a différents degrés de service. L'avantage de ce genre de centre, c'est qu'on a une excellente, enfin, on essaie d'avoir la meilleure optimisation possible au niveau énergétique, c'est-à-dire de la climatisation la plus efficace possible, voire ce qu'on appelle du free cooling, donc sans eau. Etc. Donc ça permet d'avoir un effet de masse et ça permet de faire disparaître tout un tas de data centers de PME qui étaient extrêmement inefficaces. J'en ai géré moi-même quand je travaillais chez Télécom Paris. Ça coûte cher, c'est pénible, il faut il faut des onduleurs. Enfin bon, je vous passe les détails, mais c'est pas forcément une perte que ce genre de choses soit transféré sur des data centers gérés par au tip top de la technologie. Donc en fait, on ne sait pas exactement où on en est au niveau data center. On voit que les gros croissent, mais il y en a plein qui sont sous le radar, qui disparaissent, et ça, c'est beaucoup plus difficile à évaluer. Ça, c'est une chose. Alors les ordres de grandeur, en vitesse, hein, parce que Tristan, on a déjà fait un peu. Ça, c'est mon téléphone portable, il a 4 ans, il a une capacité de 15 Wh. 15 Wh, ça vous fait 2 heures d'éclairage d'une ampoule basse consommation, donc c'est pas grand-chose. Ça veut dire que avec la même énergie, je fais 100 mètres en voiture électrique. Ça veut dire que c'est beaucoup plus facile d'économiser sur la bagnole en fait pour avoir des grosses masses qu'en réduisant son usage du téléphone mobile, parce qu'on va tout de suite taper sur des choses beaucoup plus importantes. Vous faites une erreur d'itinéraire avec votre bagnole, vous aurez cramé 3 mois de charge de téléphone portable. Donc il faut bien garder ça à l'esprit. Une autre chose à savoir, c'est que dans l'informatique, à peu près toute l'énergie consommée sort en chaleur. Enfin, en informatique, oui, à part les vibroires de vos téléphones, tout ce qui est moteur, mécanique, magnétique, il y a quelque chose comme ça qui sont un peu hors du spectre, mais à peu près toute l'énergie que vous consommez dans votre ordinateur, dans votre serveur, dans votre télévision, dans votre téléphone, ça va provoquer de la chaleur. Donc si le truc chauffe beaucoup, c'est qu'il consomme plus que s'il ne chauffe pas. Voilà, c'est simple, c'est pas plus bête que ça. Typiquement, ça se voit aussi sur les ampoules. Autrefois, une ampoule à incandescence, vous ne pouviez pas mettre la main dessus, vous vous brûliez. Aujourd'hui, une ampoule basse conso, il n'y a aucun problème. Donc en fait, ne vous brûlez pas, mais la main est un bon outil pour estimer à la louche, au doigt mouillé, si j'ose dire, la consommation énergétique d'un appareil. Et moi, j'ai aussi acquis un petit wattmètre qu'on met sur les appareils électriques pour voir, notamment sur un ordinateur portable, ça permet de savoir quelle est la consommation électrique. Alors on parle aussi d'effet rebond, parce qu'en fait on est dans un dilemme. Soit on n'optimise pas, mais ça veut dire qu'on gaspille de l'énergie en fait. Si on optimise, on a ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire que si on optimise, on va consommer moins d'énergie, on va avoir un service plus efficient. C'est exactement l'histoire de la machine à vapeur. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Jevons. On s'est aperçu, il y a deux choses. Il y a l'effet rebond qui veut dire que si on fait un service plus optimisé, on va pas complètement récupérer des gains d'optimisation parce qu'on va faire un usage supérieur du service. Et si l'usage explose, on peut arriver à engloutir les gains initiaux de performance en consommant plus qu'au début. Donc on aura fait beaucoup plus de volume de service, mais au total, on consommera plus d'énergie. Donc c'est ce qui s'est passé avec la machine à vapeur. Les économies de charbon sur l'efficacité des machines ont été englouties par le développement des usages. Le problème, c'est que du coup, cet argument est opposé quand on optimise. On optimise les systèmes informatiques avec la loi de Moore, avec les algorithmes qu'on améliore.
mais donc on risque d'en développer l'usage. Donc j'ai pas la solution en fait, parce que du coup la solution c'est quoi? C'est on fait plus rien, c'est vraiment super compliqué. On est contraint à la sobriété. Mais pas que nous, les fabricants de matériel aussi, parce que on va pas vous mettre une IA dans votre téléphone si elle va bouffer la batterie en une demi-heure. Personne n'a envie d'avoir un téléphone avec une autonomie réduite. Donc il y a tout un tas de critères. Il y a aussi ce qu'on appelle l'éco-conception maintenant. Alors à une époque, optimiser ces systèmes informatiques, c'était mal vu parce que les chefs se disaient ça sert à rien, c'est de la perte de temps, on veut que ça marche, on met un ordinateur plus gros. Aujourd'hui, heureusement, grâce à l'éco-conception, on peut arriver à faire des services un peu mieux foutus. Les autres voies, alors les data centers, on peut valoriser la chaleur. Dans mon quartier, dans le 13e arrondissement, il y a une piscine qui est chauffée avec des serveurs en fait. Un data center qui est sous la piscine. Une boîte qui s'appelle Carnot qui fait des radiateurs avec des moyens de calcul dedans, ça peut être pas mal. Il y a une autre chose aussi qui défraie la chronique, c'est les crypto-monnaies, parce qu'il y a un système qui s'appelle la preuve de travail, qui est un algorithme super malin mais super dégueulasse au niveau énergétique. Et on pourrait imaginer Les algorithmes, je vais aller assez vite. On a eu des progrès colossaux. Là, Tristan en a parlé. ChatGPT a provoqué un choc. Parce que en fait, c'est un peu l'iPhone de l'intelligence artificielle. Ils ont un peu vexé tous les spécialistes qui bossaient là-dessus depuis 10 ans, y compris chez Google, en fournissant un modèle, quelque chose qui soit utilisable, appréhendable par tout un chacun. Donc il y a eu tout un tas de contre-attaques pour Facebook, ce qui n'est pas toujours dans leurs intentions sur les trucs stratégiques, a mis en open source son propre modèle, en partie, pas totalement. La partie modèle lui-même est soumis à des conditions d'usage. Et il y a eu énormément d'informaticiens, en fait, tous les informaticiens qui bossaient dans ces milieux-là, dans ces spécialités-là, ont bossé depuis novembre pour faire des choses qui étaient complètement inimaginables avant. Voilà, des choses qui prenaient plusieurs machines, voire des dizaines de machines, tiennent maintenant sur un petit ordinateur. Voilà, suivante. Oui, alors, les optimisations de matériel, elles arrivent sur tout ce qui consomme du temps de calcul. On l'a vu sur la vidéo, on l'a vu sur le chiffrement, on va le voir sur les intelligences artificielles. C'est-à-dire que une fois qu'on a une tâche qui est d'intérêt général, il y a des gens qui commencent à faire des circuits dédiés parce que c'est plus efficace, c'est des circuits spécialisés. Ça ne fait qu'une tâche, mais ça le fait plus rapidement et énergétiquement plus efficacement qu'un processeur classique. Donc ça arrive, ça a été constaté dans toutes les nouvelles choses qui sont apparues depuis 30-40 ans en informatique. Ça va arriver en IA, ça commence à arriver. Les gros de l'IA commencent à fabriquer, notamment Facebook, mais Google l'a fait aussi. Ils ont des circuits spécialisés pour des apprentissages d'IA, pour économiser sur les coûts de fonctionnement. Et on va certainement en avoir dans les années qui viennent. J'ai mis probable, mais on peut dire certain, en fait. J'ai un goût pour l'euphémisme. Voilà, ça c'est le chip Facebook qui a été annoncé il y a 2-3 semaines par Yann Lequin. Je vois, c'est pour mémoire. Ensuite, la page suivante. Voilà, ça c'est un petit graphique sur la loi de Moore. Pour situer, je suis assez vieux pour avoir connu le Minitel. Entre le Minitel, donc c'était 1983-84, et maintenant, à consommation électrique similaire, on a multiplié les débits réseau par 1 million, les stockages 10, le Minitel n'en avait même pas, mais par 1 million aussi, à coût et énergie équivalente. Donc ça donne il peut y avoir un effet rebond, mais il faut vraiment que l'effet rebond aille très loin pour que les gains d'efficacité soient noyés par les usages. Et après, il y a une question de réduction de la fracture numérique, c'est-à-dire que si personne s'en sert, oui, effectivement, mais ça peut être dommage. Alors, le libre, il y a eu, là, on va passer là-dessus très rapidement. Le libre, il y a énormément de choses qui se sont produites, donc ça évolue à une allure folle. La page suivante, s'il te plaît. Voilà. Ça, c'est le papier Google dont Tristan a parlé, donc merci Tristan de m'avoir fait gagner du temps. Oui, Google dit qu'en fait, ils s'estiment un peu dépassés, ils en rajoutent peut-être un peu, mais ils estiment ils reconnaissent qu'il y a eu des énormes progrès grâce à l'open source. Et parce que c'est quand même quelque chose qui vient du milieu de la recherche à la base, hein, ce modèle d'intelligence artificielle. Voilà, ça c'est encore quelqu'un de Hugging Face qui a publié il y a quelques jours seulement, 6 juin, ça fait 2 jours,
Une estimation de coût, de ce qu'on appelle le fine-tuning, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une IA à partir de zéro, vous prenez un modèle existant et vous l'adaptez, vous la spécialisez avec un petit peu d'apprentissage supplémentaire à votre propre besoin. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et il y a également une autre chose qui se développe, c'est des petets modèles spécialisés directement. Pas prendre un gros modèle généraliste, mais faire directement un petit modèle spécialisé. Il a entraîné son modèle avec 20 cents, pardon, pas 20 dollars, 20 cents. Donc on voit que on arrive à des coûts relativement faibles et a priori le fournisseur de cloud ne va pas vous facturer en dessous de ce que ça lui coûte en énergie, mais ça permet donc ainsi d'avoir une estimation du coût énergétique derrière. Enfin une borne haute, pas une estimation. Alors voilà, on va passer en vitesse là. Est-ce que l'IA peut remplacer des algorithmes conventionnels? Alors on n'y est pas encore. Tu peux mettre la suivante même, merci. Il y a des algorithmes de tracking vidéo, hein, par exemple pour suivre une personne sur une image, pour la flouter automatiquement sans qu'on ait besoin de la suivre à la main. Il y a des algorithmes conventionnels qui sont assez coûteux. Il y a des algorithmes IA qui sont plus efficaces, mais pas forcément, enfin plus efficaces en résultat, pas forcément plus efficaces en calcul. Donc là, on est au tout début. Sur la page suivante, on voit il y a un fou qui s'appelle Fabrice Bellard, qui est un informaticien génial français, qui a eu l'idée de faire de la compression de texte avec un modèle de langage. Et il a obtenu des résultats meilleurs que les meilleurs modèles, enfin les meilleurs compresseurs actuels. Mais là encore, c'est extrêmement coûteux pour l'instant. Hein, c'est extrêmement coûteux en temps de calcul. Voilà, là, bon, ça, c'est les résultats. Ça, on peut passer aussi. Alors la démonstration, je ne vais pas vous la faire, mais en gros, c'est ce que Tristan a montré. Ça tient, il parlait de 32 gigas, en fait ça tourne, je l'ai testé hier, je l'ai installé en 10 minutes, hein, pour dire, c'est vraiment pas très compliqué, il faut connaître un peu d'informatique, mais bon, c'est pas très sexy, c'est de la ligne de commande, mais en fait, ça marche sur un vieux portable de 8 gigas de mémoire, qui date de 2015. Ça va pas super vite, mais c'est pas non plus insupportablement lent. Il faut à peu près 1 minute 20 pour charger le modèle. Et après, il faut 1 minute par réponse. Voilà. Donc c'est plutôt... et on n'est qu'au début. Le truc est déjà obsolète. Il y a déjà des travaux meilleurs, mais ça bouge à une vitesse que j'ai rarement vue, même jamais, je crois, en informatique. Chaque jour, il y a des annonces de gens qui trouvent des nouveaux modèles et qui prétendent faire mieux. Et en général, enfin, souvent, c'est vrai. Voilà. Je crois que c'est tout. Voilà. Merci à vous. J'ai réussi à pas trop cramer le temps. Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, chez Lune Technologies, on est aujourd'hui 80 personnes. Ça fait 6 ans qu'on existe. Et donc on est une société experte en IA. On travaille sur à la fois des projets sur mesure pour des grandes entreprises dans tous les secteurs, donc dans la santé, dans l'éducation, dans l'assurance, dans le transport, donc très très large. Et puis on développe aussi des suites de logiciels en propre avec ces éléments d'IA de pointe très récents. Voilà. Dans ce que tu as entendu, qu'est-ce qui résonne? Bon, je précise que ça pas, tu l'as entendu en live. Est-ce que ça résonne avec ce que vous faites? Là, Pierre Bessac nous montre un LLM qui tourne sur son PC. Est-ce que c'est bien pour hacker chez soi, ou est-ce que on peut mettre ce que tu proposais à des clients pour faire des trucs en prod? Alors, aujourd'hui, on n'en est pas encore là, de se dire il y a quelque chose qui tourne sur un PC pour des choses très à l'échelle. Je pense que ça finira par venir, mais aujourd'hui, c'est encore balbutiant. C'est vrai que je retrouve plein de choses dans les convictions qu'on a, nous, chez Elvin, sur un peu ce dilemme entre amener de l'IA au meilleur niveau et respecter un petit peu les contraintes que Tristan évoquait au début. Donc je retrouve un peu de ce qu'on croit dans chacun des pitchs. Nous, on essaie vraiment d'axer les choses autour de l'usage, et donc de se dire à quel moment on a besoin de ces gros modèles et à quel moment on n'en a pas besoin. Et donc du coup, quand on va recommander des choses à nos clients sur ces sujets-là, on va souvent dire, pour faire votre cas d'usage, par exemple, je sais pas, de traitement de documents pour aider des clients à mieux trouver de l'information dans des corpus de texte, il y a peut-être une petite partie où vous avez besoin d'IA très puissante, d'IA générative, pour satisfaire le besoin du client, par exemple pour faire une synthèse de réponse. Et puis il y a plein d'autres étapes ou plein d'autres besoins où c'est pas nécessaire. Et où en fait il y a plein d'algorithmes qui ont, alors à l'échelle de l'IA c'est énorme, à l'échelle des algos qui ont 3-4 ans, qui font des choses très très bien, et il n'y a pas besoin d'IA générative pour faire ça. Donc on essaie toujours de réfléchir un petit peu à l'usage et à adapter, choisir la bonne technologie pour le bon besoin. Voilà. Ouais, moi, cette vision-là, la question que je me pose, c'est à quel point l'IA générative, générique, en tout cas qui sait tout faire, sur le modèle d'un Google, en fait, est-ce que ça n'a pas remporté le morceau?
parce que c'est plus simple. Et on voit d'ailleurs que les gens confondent un peu, ont tendance à confondre ChatGPT avec Google parce qu'il suffit de taper puis ça marche. Est-ce que finalement le modèle du LLM, de l'IA spécialisée, Bah, nous, ce qu'on croit ou ce qu'on défend, en tout cas souvent, c'est que aujourd'hui, à date, on n'en est pas encore là à se dire on confie tout à un modèle génératif et il va faire tout le travail pour nous. Parce qu'il y a plein de limites encore existantes, qu'il y en aura, qui vont, à mon avis, subsister, sur notamment les notions d'hallucination que vous avez sûrement dont vous avez entendu parler, qui font en sorte que un modèle, même très très bon, parfois va dire un peu n'importe quoi en étant très sûr de lui. Et donc, quand on a besoin de modèles d'IA ou des entreprises qui ont envie de mettre des IA en face de leurs utilisateurs finaux ou de leurs clients, ou si on se projette dans le thème d'aujourd'hui qui est l'éducation, si on met ces modèles-là aujourd'hui en face d'un élève qui apprend, il faut être 100% sûr que ce modèle ne va pas dire n'importe quoi. Et donc ça c'est encore des streams de recherche qui sont super importants pour réduire un petit peu ces parts d'hallucination. Donc il y a des grosses avancées de ces modèles, il y a encore des choses qui sont à parfaire, et donc nous on aime bien combiner, hybrider un petit peu des choses de ces générations-là, des choses de générations précédentes, pour avoir vraiment quelque chose qui est bien taillé pour le besoin qu'on a. Et si on croise ça avec l'enjeu climatique, c'est un petit peu le même sujet. C'est de se dire quand est-ce qu'on utilise la Ferrari et quand est-ce qu'on utilise je ne sais pas quel est le vélo. Voilà. Et voilà, il n'y a pas tout le temps besoin d'avoir ces modèles. Et ça rejoint le sujet de Roxana sur les biais, non? Est-ce que c'est... Tout à fait. C'est intéressant parce que nous, on a un groupe de travail sur l'environnement et le groupe de travail sur l'éducation. Et des fois, on a des sessions croisées pour partager des questions, évidemment. Et c'est une vraie question, ça, quand est-ce qu'on prend le Ferrari et quand est-ce qu'on utilise le vélo. Surtout dans l'éducation, on voit que et aussi le gain qu'on a suite à l'intégration d'une IA dans un système beaucoup plus complexe, il n'est pas mesurable. Comment est-ce qu'on mesure l'impact de l'inclusivité de certaines personnes dans certaines formations on n'a pas de réponses. Donc le groupe de travail environnement a beaucoup de questions sur la mesure. Comment est-ce qu'on mesure l'impact? Et c'est des questions. Nous, on a publié une boîte à outils pour Green AI, en gros une IA respectueuse de l'environnement, une IA frugale. Et on voit qu'on a encore beaucoup de questions et plus avec les IA génératives à revoir et à remettre en cause. Sur l'éducation, je pense qu'il y a un vrai enjeu de sensibilisation et formation sur les IA génératives, notamment de quand est-ce qu'on les utilise et comment on les utilise de manière responsable. Et là, on parle des usages, nous, avec les entreprises qu'on représente, parce que Impact AI a beaucoup travaillé depuis 2018 sur le développement des IA, mais maintenant, on voit que les usages prennent la place la plus importante sur la question de l'impact sociétal. Et la sensibilisation va être très importante par rapport aux usages. C'est vachement embêtant ce que tu me dis, parce que en fait, tu es en train de me dire que dans ma balance, les deux côtés de la balance, en fait, on ne sait pas mesurer, quoi. Parce que là, si on écoute à la fois Tristan et Pierre, on voit que c'est pas évident de mesurer l'impact au niveau en fait, sur la partie infrastructure, il y a déjà beaucoup des outils qui peuvent accompagner les équipes pour mesurer sur la partie production, mise en production. Mais sur la partie usage, là, on est complètement dépassé avec les usages des IA génératives aussi. Donc, on doit retravailler, nous aussi, la question de la mesure. Et est-ce que vous êtes impliqué dans... Parce que j'imagine qu'ensuite, ça, pour donner un poids à ces choses-là, j'imagine que ça se passe au niveau de la régulation, ou est-ce que vous avez un rôle là? Voilà, là, les AI Act, nous, pour avoir travaillé sur le texte depuis qu'il était une note rédigée par un groupe d'experts, on l'a vu beaucoup évoluer et récemment, il est passé en parlement au niveau européen. Et ça a été encore modifié pour intégrer les IA génératives.
La question de l'environnement, je ne saurais pas vous donner exactement les articles qui traitent la question, mais c'est plutôt sur l'encadrement, parce que la régulation qui est proposée aujourd'hui en Europe, c'est essayer de mettre les IA dans un sorte de priorité par risque. En fait, tout est mesuré en fonction de niveau de risque que l'IA présente, le système de l'IA présente. Est-ce que c'est une IA au risque qui impacte, par exemple, comme ça peut être le cas des usages de biométrie où on surveille la population. Ça, par exemple, c'est un cas de IA au risque que l'Union européenne interdirait à la sortie de cette réglementation. Mais évidemment, c'est un texte qui n'est pas encore acté. Il reste encore une dernière phase où le Parlement, la Commission vont se mettre ensemble d'accord sur le texte final. Et la sortie est prévue pour 2025. Donc vous voyez bien que d'ici là, il y a un territoire de test and trial, d'expérimentation qui est énorme. Et beaucoup d'acteurs que vous avez vu mentionner aussi essayent d'en savoir plus et de s'adapter. Et nous, ce qu'on fait, c'est juste, on essaye de dire qu'il y a des méthodes et il y a des outils pour mettre des principes d'usage éthique et respectueux pour la société, pour l'environnement, déjà en place dès maintenant, ou si possible dès aujourd'hui. Ouais. Et c'est notre discours, il ne faut pas attendre une réglementation pour le faire. Je pense que les bonnes pratiques partagées par les diverses communautés sont très importantes, et c'est ce qu'on essaye de faire avec Impact et de promouvoir ces communautés-là. Ok. Du coup, moi, ça me permet de rebondir sur ce que disait Tristan. Tu as parlé un peu de l'effet rebond, ou c'est Pierre. Ouais, mais toi, tu as parlé de... Ouais, indirectement. C'est que, finalement, l'effet rebond, est-ce qu'on a des exemples de cas où on a été capable de dire, bon, là, on voit qu'il y en a un, et puis on ne va pas y aller? Est-ce qu'on a des cas comme ça, ou est-ce que systématiquement, ils s'enclenchent? Et donc là, est-ce qu'on a un espoir sur ces trucs-là comment il faudrait faire? Alors, l'effet rebond, il n'est pas systématique. C'est pas obligatoire, c'est juste fréquent. Maintenant, dans l'industrie du numérique, depuis 1965 où Gordon Moore a annoncé la loi de Moore, et depuis novembre 1971 où le Intel 4004, premier microprocesseur à sortir, alors je vais vous faire rire, 4 bits, le microprocesseur, aujourd'hui on est à 64 bits, 740 kHz de fréquence, maintenant on compte en gigahertz, donc qui était risible, mais qui a été le début, puisque c'était le premier microprocesseur commercial. Eh ben, on vit dans la loi de Moore. Et aujourd'hui, comme c'était en 71, et qu'il n'y a pas un informaticien qui travaille encore aujourd'hui dans le métier, qui a connu un monde de avant la loi de Moore. Ils sont tous nés après la loi de Moore. Et ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'on a... Même celui qui est arrivé en 72, qui a commencé son premier job dans 72, ça y est, la loi de Moore elle était déjà là, quoi. Et toute sa carrière, elle s'est déroulée avec l'idée que dans 2 ans, on aurait des machines 2 fois plus puissantes, et que donc c'était contre-productif économiquement de faire de l'optimisation du code, puisque de toute façon, ça ne se verrait pas, puisque dans 2 ans, ça serait plus rapide. Par contre, il était urgent, en tant que développeur logiciel, de rajouter des nouvelles fonctionnalités pour encourager le client à racheter une nouvelle version du logiciel. Bon, si elle se traîne, c'est pas grave, puisque le vendeur de matériel, il est hyper content de vendre la nouvelle version qui est 2 fois plus rapide. Tu es en train de dire que c'est volontaire en plus? Non, c'est pas. Non, ça serait complotiste de dire ça. Pas forcément. Non, c'est pas volontaire. C'est juste 2 industries qui ont eu des intérêts bien compris et qui a fait qu'on jetait le matériel au bout de 4 ans, parce que de toute façon, il était complètement obsolète. Ça a arrangé les vendeurs de matériel, ça a arrangé les vendeurs de logiciels, et on a toujours fait comme ça depuis 71.
Et voilà, donc en fait, l'effet rebond, je suis en train d'écrire un article sur la loi de Moore. Aujourd'hui, vous prenez un micro-ordinateur portable, un Lenovo X1 il y a quelques années, qui est quand même, à une époque, était une bête de course. Et ben, en fait, entre le moment où vous appuyez sur une touche et le moment où ça s'affiche à l'écran, il faut 150 millisecondes. Vous prenez un Apple II de 1976, le moment où vous appuyez sur le clavier et le moment où ça s'affiche, c'est 30 millisecondes. Donc même avec une bête de course de 2018, vous êtes 5 fois plus lent que l'Apple II de 1976. Donc l'effet rebond, il est là, quoi. On le constate. Ça fait 50 ans qu'on fait de l'effet rebond parce que la loi de Moore est là et qu'on l'a toujours connue. Donc je pense que ça va être super difficile pour ces deux industries, du matériel et du logiciel, de se désintoxiquer de cette manière de faire et de rentrer dans une logique d'économie circulaire et de faire des appareils réparables, d'autant plus difficile qu'avec la miniaturisation d'aujourd'hui, ça devient plus difficile. Il y a des efforts qui existent. Je pense à Fairphone, par exemple, qui fait des smartphones réparables. Ouais. Et ça, je trouve ça super intéressant. Mais ils sont juste exceptionnels, ces gens-là. C'est pas l'industrie. Moi, je pensais au Raspberry Pi ou aux trucs comme ça. En fait, est-ce qu'il n'y a pas... Enfin, bon, ça reste anecdotique, mais il y a peut-être des efforts un peu de faire des trucs réduits pour faire juste ce qu'il faut. Et moi, tu vois, j'ai lu récemment dans un roman de Becky Chambers un truc tout à fait improbable où le héros se voit remettre à ses 16 ans un terminal et va le garder jusqu'à sa tombe. Okay. Et alors là, j'ai lu ce truc-là, je dis, ils sont malades. Mais en fait, non, c'est exactement ce qu'il faudrait qu'on fasse. Le silicium, ça vieillit pas. Aujourd'hui, vous arrivez à démarrer des Apple II de 76, vous l'allumez, il marche encore. Sauf si vous l'avez fait tomber par terre, etc. Mais non, le silicium ne s'est pas usé. Donc, et avec des machines façon Raspberry Pi, on pourrait très bien imaginer... Enfin, on sait faire tourner du Linux sur du Raspberry Pi, on sait faire des milliards de trucs. Aujourd'hui, le moindre email, il fait des centaines de kilo-octets, voire des mégaoctets. C'est juste, si vous mettez des pièces jointes, en plus, c'est un truc de malade. Mais il faut se souvenir que le code informatique de la mission Apollo, c'était 70 kilo-octets. Aujourd'hui, une page web, c'est 2 mégaoctets, 2 millions d'octets. 2 millions versus 70 000. Vous voyez, et ben, avec 70 000 octets, on savait envoyer quelqu'un sur la Lune. Et maintenant, avec 2 mégaoctets, on sait envoyer du spam. Il faut qu'on mette Pierre Bessac sur le coup, qui nous fasse un LLM sur un Raspberry Pi et qu'on aille installer ça dans les universités. Voilà. Ouais, alors sur les Raspberry Pi, moi j'aime beaucoup ces petites machines. Hein, c'est pas cher, ça marche bien, on peut faire plein de trucs avec. Par contre, ça pose le problème des objets connectés. En fait, c'est quasiment un objet connecté, et donc ça pose le problème de fabrication électronique. Ouais. Donc je suis partagé, parce que à la fois en tant qu'électronicien, j'aime beaucoup, mais moi j'ai un l'effet rebond. L'effet rebond peut-être pas, mais c'est plutôt le côté ressources matérielles en fait, fabrication. Ce que disait Tristan sur la loi de Moore, ça a même commencé avant la loi de Moore, parce que c'est toute l'histoire de l'informatique en fait. Les ordinateurs d'après-guerre, c'était des trucs énormes à relais. Ensuite, il y a eu les tubes, des machins c'était comme des ampoules à incandescence, hein, ça consommait des watts et des watts pour pas faire grand-chose en fait. Après, il y a eu le transistor. Après, il y a effectivement Moore est arrivé avec l'intégration du transistor. Mais en fait, c'est toute l'histoire de l'informatique depuis les années 40, même peut-être avant. Si on revient aux cartes perforées d'IBM. Donc effectivement, l'informatique, c'est la gestion de la complexité. Mais là, ne serait-ce que les fournisseurs en ligne comme Amazon et compagnie, enfin les grands sites de vente, s'aperçoivent qu'ils ont intérêt à avoir des sites qui mettent pas 3 secondes à répondre, parce que les gens vont partir ailleurs, ils disent c'est en panne. Donc en fait, ils se sont aperçus qu'ils avaient une motivation commerciale directe à avoir des sites qui fonctionnent bien et vite. Et il y a aussi du coup ce qu'on appelle la dette technique en informatique, il y a un certain coût à gérer de la complexité pour rien. Alors Microsoft a joué à ça là-dessus parce qu'il y a pendant 20-30 ans, il y avait des Windows de plus en plus gros, ce qui permettait à Intel de vendre de plus en plus de processeurs, ce qui permettait à Microsoft de vendre de plus en plus de fonctions. C'est ce qu'on appelait Wintel, parce qu'il y avait une osmose entre les deux pour nous pousser à acheter le plus de trucs possible. Mais ça s'est un peu tassé. Le Windows, ça fait, c'est gros et lourd, mais ça fait peut-être 10 ans que ça tient dans 8 gigas. Voilà, une machine d'il y a 10 ans. Alors ils ont trouvé un nouveau truc, c'est que le dernier Windows, il refuse sur certains matériels.
Donc il y a toujours Attends, une poussée à nous... mais ça va, on commence à en sortir. Effectivement, avec du Linux ou du libre ou n'importe quoi, on arrive à faire tourner des machines d'il y a 15 ans sans problème. Voilà, la mienne, elle est sous Linux. Avant, elle était sous BSD. Voilà. Donc il y a de l'espoir, quoi. On discutait avec Tristan, on discutait de la voiture et l'IA, des fois, l'effet rebond, il saute aussi ailleurs que sur le numérique. Parce que typiquement, une voiture avec de l'IA, ça veut dire qu'on va aussi pouvoir aller habiter plus loin, et donc on a un effet rebond qui va au-delà du numérique. Parce on pense numérique, mais l'IA, c'est sûrement un impact. On sort de l'éducation complètement. Ça a été cité sur le télétravail aussi, les effets rebonds. Le télétravail désengorge les routes, donc les gens reprennent leur voiture pour aller acheter le pain, quoi. Voilà, tout ça, entre guillemets, c'est un peu caricatural. Je voudrais remettre le débat un peu sur l'éducation, parce qu'on est sur, finalement, l'IA, voilà, on voit, ça part dans tous les sens, mais ce que je retiens de ça, c'est on doit, nous, en tant que responsables d'établissements dans l'éducation, se poser la question de qu'est-ce qu'on fait avec ce truc et qu'est-ce qui vaut le coup de faire, qu'est-ce qui vaut le coup de pas faire. Est-ce qu'on y va est-ce qu'on va sur les gros LLM, est-ce qu'on attend que ça passe? Est-ce qu'on essaye de faire du bricolage? Est-ce qu'on essaie de faire des choses? Je pense qu'il n'y aura pas trop le choix que de s'y mettre, ne serait-ce que pour apprendre un peu aux élèves. Je sais que dans les formations en licence en informatique, les profs déjà encouragent les élèves à s'aider de ChatGPT ou autre pour écrire du code. Quand ils débutent, c'est un excellent assistant en fait, pour donner des conseils sur du codage. Donc il y a tout un tas de cas où ça peut même décharger le prof des tâches basiques, en fait. Des choses à réexpliquer, des choses simples. L'IA peut peut soulager le prof de ce côté-là. Ouais. Wassim, qu'est-ce que tu penses? Pour réagir par rapport à ça, je pense que c'est un élément qui est hyper intéressant, c'est pourquoi on le fait. Si on se dit que c'est pour l'éducation, en fait, probablement que le numérique, c'est un des meilleurs moyens qui existe et qui existera pour diffuser l'éducation un maximum. Et donc là, on peut se dire que des armes comme les IA génératives sont utiles pour diffuser cette connaissance-là. Mais là, on est sur un secteur, entre guillemets, for good. Donc, quand on parle d'IA for good, tech for good, on parle de secteur d'intérêt général. Donc la santé, l'éducation, l'écologie en font partie. Et donc la question à se poser, c'est est-ce que sur ces secteurs for good, en fait, ça vaut le coup d'y aller, et on se dit que le coût carbone de tout ça vaut le coup parce qu'il permet de faire plein de belles choses. Et sur des secteurs qui en valent moins le coup, est-ce qu'on se pose la même question, quoi. Donc moi, je trouve que c'est cool aussi d'avoir en tête ce distinguo entre qu'est-ce qui va dans le bon sens et les secteurs qui méritent cette innovation-là et les secteurs qui le méritent moins vite ou moins fortement, quoi. Moi, ce que j'ai essayé de trouver, c'est des gens qui chiffrent le truc. Et donc, je suis allé voir les industriels, enfin les cloud, les amis de Pierre, les cloud providers. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont tous vraiment décliné, même d'en discuter, quoi. C'est-à-dire que c'est pas les calculs sont pas là, et ils disent non, mais nous on ne sait pas calculer. Enfin, si on vous donne des machines, vous faites ce que vous l'avez. Donc en fait, c'est vraiment dur, je trouve, de se faire une idée de ce qu'on a dans la balance, en fait. Est-ce que quand dans ton titre, il y a sustainability, est-ce que toi, tu dois faire le calcul? On essaie de faire le calcul, ouais. Après, effectivement, c'est pas évident, mais il y a plein de choses qui rentrent en compte. Pour donner un tout petit chiffre, pour ouvrir la discussion là-dessus. Donc le numérique, tu en as parlé, c'est 1,2% en France. À l'échelle mondiale, c'est 4% des émissions. Et il y a un autre chiffre qu'on dit moins, mais qui est hyper important, c'est que ça croît de 9% tous les ans. Donc malgré la loi de Moore, tous les ans, c'est une empreinte qui est 10% supérieure à celle de l'année passée. Donc ça, c'est un peu pour situer le truc. Et puis après, quand on zoome sur ces 4%, c'est à quoi elles sont dues ces émissions de 4%? Alors, je crois que c'est 70% de ces 4%, c'est les terminaux. Donc c'est les téléphones, les ordis, etc. Et donc si on ressent la discussion sur l'IA et l'IA générative, un des impacts qu'il va y avoir, et c'est ce que Tristan expliquait, c'est que il va nous falloir des téléphones plus puissants, il va nous falloir des ordis plus puissants pour absorber ces capacités-là, et c'est l'effet rebond un peu de cette innovation. Et donc, vu que c'est une grande partie de l'empreinte carbone du numérique, cette partie terminale, en fait, ça donne pas une mesure précise par rapport à ce que tu évoques, mais la mesure, c'est pas uniquement qu'est-ce que ça coûte de faire l'IA, il y a aussi tout l'effet rebond de quel téléphone on aura besoin demain pour avoir une génération de
texte ou d'images sur notre smartphone, quoi. Voilà. Je ne sais pas si tu voulais compléter. Oui, si quelqu'un veut réagir. Ouais. Je dirais que aussi, de toute façon, les services vont être payants parce que les trucs type cloud ne sont pas financés par la pub, donc on paye entre guillemets le vrai prix. Hors offre spéciale sur la durée, on va payer le vrai coût du truc. Donc à l'usage, je pense qu'on verra un peu ce qu'ils consomment plus ou moins. Déjà, OpenAI a différents niveaux de tarification et ils expliquent que tel modèle est beaucoup plus coûteux que tel autre suivant le nombre. Ouais, mais donc, moi je n'achète pas ça parce qu'on ne compte pas les externalités. Donc, ah oui, alors il y a tu enfin quand même comme ça, tu peux pas y arriver. C'est une raison aussi pour les intégrer dans les trucs, dans les coûts. Mais a priori. T'as quand même 90% des externalités. Enfin, le problème de fabrication du matériel n'est peut-être pas calculé correctement. Mais en usage, les data centers ne fonctionnent pas, doivent être financés pour fonctionner en fait. Donc il y a le problème de l'eau, mais faut pas non plus. Tu la payes pas ? Comment ? Tu payes pas l'eau ? Alors tu la payes pas, mais il faut quand même la récupérer, la rejeter. On parle beaucoup de consommation d'eau des data centers. En fait, c'est un peu le même sujet que les centrales nucléaires, en moins aigu, disons. Mais il y a une partie de l'eau qui, c'est pas des technologies qui salissent l'eau. Donc il y a de l'eau qui est récupérée pour refroidissement et qui est réinjectée dans la rivière ou autre. Et il y en a le problème, c'est surtout l'eau qui est évaporée. Moi, ce que j'ai entendu d'intéressant dans ce que tu as dit tout à l'heure, c'est en gros les data centers. En gros, entre un provider qui fait un data center, un gros data center, et mon data center, on va dire, tu as dit PME, mais je pense que c'est un peu pareil dans une petite école, dans une université. En gros, toi, tu dis, c'est une grosse différence. C'est quoi le facteur ? Un gros data center type Google optimisé à mort, ou les trucs de colocation par les gros acteurs français comme Free ou autres. Ça va être ce qu'on appelle le PUE, Power Usage Efficiency, ou un truc comme Effectiveness, pardon. Oui. C'est quoi le facteur ? Alors, ça veut dire que pour une consommation de 1 watt, tu vas consommer X en plus pour le refroidissement. Alors typiquement, tu vas consommer un très bon data center, tu vas consommer 20% en plus. Donc on appelle ça le PUE 1,2. Donc tu as 20% d'énergie perdue pour le refroidissement. C'est trop technique. D'accord ? Ouais, vas-y. C'est mon ancien boulot chez un cloud provider que je tairais parce que sinon Xavier Niel, il est tout énervé. Mais il y avait le logo sur mes slides si vous avez noté. Donc je ne vais pas parler de Scaleway. Et donc voilà. Pour 1 watt qui fait tourner un ordinateur, il va falloir refroidir l'ordinateur. Et combien de watts on met pour refroidir ce watt de l'ordinateur? Donc c'est un ordinateur qui fait 1000 watts, 1 kilowatt. Eh bien, combien tu mets? Tu mets 200 watts de clim ou d'énergie pour refroidir ces 1000 watts. Ça c'est des vrais ratios. Et ça, c'est le un cinquième. Ouais, c'est ça. Et donc, ça te fait un PUE. Tu lui rajoutes 20% d'électricité en plus par rapport à ce que ton ordinateur consomme, 20% en plus pour le refroidir. Un mauvais data center, et les data centers d'il y a 20 ans, en gros, tu mettais autant pour refroidir que pour faire tourner la machine. Donc, c'était un PUE de 2. 2 fois plus, quoi. Et maintenant, en moyenne, un data center, c'est 1,48 et un très bon data center, c'est 1,15, 1,2. Voilà. Okay, donc et par contre, si tu fais tourner ton Raspberry chez toi ou ton ordi, tu n'as pas de clim, donc c'est PUE 1. De ce côté-là, tu récupères quelque chose que tu perds en efficacité, tu le récupères en donc il faut qu'on distribue ça. En évitant la clim. Si tu n'as pas de clim chez toi. Et chez Carnot Computing, qui fait du calcul haute performance, donc qui chauffe la piscine privée de Pierre. Non, elle n'est pas privée. Mais celle de la butte aux cailles dans le 13e. C'est celle-là. C'est la source. Il récupère ce qu'on appelle la chaleur fatale, la chaleur qui serait perdue. Donc chez Scaleway, quand tu chauffes, tu fais tourner un ordinateur, l'air chaud est évacué du bâtiment et donc tu chauffes le quartier, quoi. Tu chauffes l'air du quartier, donc tu contribues au changement climatique concrètement. Alors que dans la piscine de la butte aux cailles, tu chauffes l'eau de la piscine et donc là on peut pas vraiment calculer le PUE, mais la limite il est inférieur à 1 puisqu'en fait tu récupères une bonne partie de cette énergie. Ok, on donne à Roxana, je donne le mot de la fin. Je pense qu'il faut qu'on prenne des questions. Si vous avez des questions, levez la main et on vous fait passer le micro. Peut-être juste
pour équilibrer un peu le discours, aller dans le sens positif. Je pense qu'il y a énormément aussi des exemples des gains et des avantages qu'on a d'intégrer les IA pour des solutions, comme disait Wassim, for good. Nous, on l'a vu avec le rapport IA et inclusion, mais on le voit aussi sur la santé. Il y a vraiment des évolutions technologiques qui méritent peut-être d'être regardées. Et, je pense que même si c'est difficile de mesurer l'impact que ça a sur le climat et l'environnement, si on met en place des règles, des cadres assez stricts et qui sont bien qui sont contrôlés, qui sont révisés. Nous, on a une série de recommandations pour accompagner les entreprises. Je pense que si on fait ça dès la conception, ou dès qu'on pense, là aujourd'hui, si une entreprise pense, on va utiliser, ou une école, on va utiliser les IA génératives, il faudra bien regarder s'il n'y a pas des recommandations de bon usage, d'usage responsable de ces IA, parce qu'il y a clairement une ligne très fine entre utiliser de manière générique et libre à tous et utiliser de manière responsable. Il y a peut-être des barrières et des contraintes à mettre qui sont importantes pour aussi aider sur l'aspect climat. Okay. Et nous, on va publier, pareil à Vivatech, une fiche pratique sur les IA génératives pour accompagner les acteurs. Ça peut servir aussi aux formateurs et aux ingénieurs pédagogiques de comment utiliser les IA génératives. Merci. Du coup, on a une question là-bas, je crois. Ah, t'as qu'un micro? Zut. Attends, peut-être deux. Voilà, bonjour, Paul Berson. Je voulais revenir sur ce chiffre qui m'a beaucoup rassuré de 1,2% donc de CO2, 4 sur le monde, pour l'usage du numérique. Je suis personnellement un usager du numérique, j'adore une marque très chère. Et je vois là-dessus un usage social. Ça veut dire que j'aime bien avoir toujours le dernier téléphone, toujours le dernier PC, le plus joli, le plus cher. Donc je change chaque année. Parfois même, quand il sort des modèles tous les 6 mois, je change tous les 6 mois. Et nous sommes nombreux à avoir cette pratique, cet usage du numérique. Et donc, du coup, dans mes recherches, j'étais arrivé à des chiffres beaucoup plus élevés, parce qu'en effet, dans cet usage social, donc en effet, on n'est pas dans disons, la conception très limitée de l'usage, je surfe avec mon téléphone, donc des chiffres beaucoup plus élevés, parce que ces devices, ces téléphones, etc., doivent être produits, et cette production coûte extrêmement cher. Je parle que de CO2, je ne vais pas parler des terres rares, je ne vais pas parler de toutes les pollutions annexes. Et puis après, évidemment, je le ramène chez mon fournisseur, qui est un fruitier, et lui, il le met à la poubelle. Donc, il le recycle, qui revient à le mettre à la poubelle parce qu'il n'en sort pas grand-chose. Et là aussi, il y a un coût en CO2. Donc en fait, dans le travail que j'avais fait à l'époque là-dessus, le chiffre était plutôt autour de, disons, de 10% de rejet de CO2, si on intégrait ça. J'avais vu plusieurs études qui mettaient ça un peu près, disons, en même temps c'est assez difficile à chiffrer précisément, au niveau des compagnies aériennes, du trafic aérien. Donc je ne sais pas si vous pouvez infirmer, confirmer. Oui, alors les chiffres que j'ai donnés sont les chiffres effectivement sur l'usage. Donc tout ce qui concerne, pas la fabrication, mais on est d'accord que la fabrication a un fort impact, et pas uniquement au niveau CO2, c'est aussi les minerais, tout ça. Et au niveau recyclage, je sais que j'ai aussi de la famille qui est fan du fruitier. Ils font percoler leur dernier téléphone dans la famille, aux enfants. Aux amis, etc. Donc c'est peut-être un meilleur circuit de récupération que de renvoyer ça au fabricant qui effectivement peut le... Il y a des reconditionneurs aussi, mais c'est une entreprise un peu aléatoire parfois, on n'est jamais trop sûr de ce qui peut être récupéré.
Donc faire percoler dans la famille, ça me semble pas mal. Voilà. Alors, j'ai sous les yeux là, parce que un tableau qui est tiré d'une étude qui s'appelle Inum 2020, faite par greenIT.fr. Étude qui est très simple, très synthétique et facile à lire. Je vous encourage à la lire. Après, ça ne veut pas dire que les chiffres soient parfaitement exacts, mais c'est pas très éloigné des chiffres de l'ADEME. Et en gros, ils étudient dans cette étude-là l'impact du numérique en France. Et alors attention, parce que exactement pour la raison liée au graphique que montrait Pierre tout à l'heure, c'est qu'en France, on a une énergie électrique qui est beaucoup plus décarbonée que dans le reste du monde. Pour vous donner l'idée, en France, quand on fait 1 kWh d'électricité, c'est à peu près 60 grammes de CO2. Vous allez vous prendre le même kilowattheure d'électricité, vous allez en Pologne ou en Chine, et on est plutôt de l'ordre d'un kilo plutôt que 60 grammes, pour vous donner une idée. Donc évidemment, ça varie complètement en fonction de la façon dont est produite votre électricité. En Pologne, en Chine, elle est principalement faite à base de charbon qui est brûlé, et donc évidemment les rejets de gaz à effet de serre sont énormes par rapport à du nucléaire. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille dire que le nucléaire était une solution miracle, parce qu'on sait qu'elle a d'autres soucis, entre autres le fait qu'elle tombe en panne quand il n'y a pas assez d'eau. Bon, mais ce n'est pas le seul sujet. Tout ça pour dire qu'en France, le carbone généré, c'est à 76% par la fabrication des terminaux. Et le reste, c'est peanuts. C'est-à-dire le réseau à la fabrication, c'est l'ordre de 5%. L'utilisation du réseau, c'est 5% aussi. Les data centers, la fabrication, c'est l'ordre de 2%. Et l'utilisation, c'est l'ordre de 4%. Bref, le gros levier qu'on a, c'est faire durer les terminaux, donc les garder le plus longtemps possible. Éventuellement, on peut ruser et faire percoler, comme disait Pierre. Je trouve ça, c'est très bien. En l'occurrence, c'est ce que j'utilise chez moi, ne serait-ce que parce que mon fils, il perd un terminal tous les 2 ans et ma fille, elle les pète ou les fait tomber dans les toilettes. Donc, je préfère m'en acheter un neuf que je file à ma femme, qui va ensuite le filer à ma fille, qui va le filer à mon fils, etc. Et généralement, un terminal dure 5 ans et c'est assez bien. Ce qui est beaucoup mieux que la moyenne, parce qu'un terminal type smartphone, c'est généralement changé tous les 2 ans et demi, et dans 80% des cas, il fonctionne encore. Donc c'est vraiment le bordel. Enfin, c'est n'importe quoi. Et si j'avais une baguette magique, moi, j'arrêterais la loi de Moore. Voilà, c'est dit. Oui, il ne faut pas forcément acheter les téléphones les plus chers. Moi, j'en ai un qui est à 200 € que j'ai acheté en 2019. Et il tient encore. Il est un peu en fin de vie, mais bon. Voilà, Et sinon, la réparation, c'est bien aussi. Ça marche aussi, c'est pas forcément très cher. Ouais, moi, j'ai une solution, ce serait qu'on arrive à rendre ça super cool de garder son vieux téléphone 5 ans, quoi. Il faudrait mettre un génie du marketing. Monsieur est sensible à ça, donc il faudrait quand il dit je change tous les ans, qu'il trouve que ça craint, quoi. C'est la honte. Non, je sais pas. Moi, je suis auvergnat, donc je garde les trucs jusqu'à ce qu'ils soient vraiment usés jusqu'à la corde. Et ton génie du marketing, une fois que tu l'as trouvé, tu nous l'envoies, puis on le met sur le sujet du SUV, qui est une grosse merde. Donc il faudra qu'en plus, il arrive à convaincre les gens que rouler un SUV, c'est une grosse connerie, surtout dans une ville limitée à 30. Je vous remercie pour le mec qui est venu à vélo. Je vous remercie pour l'échange sur le matériel, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans les discussions. Et c'est tellement important. Vous l'avez dit, 3/4 du matériel. Moi, dans mon établissement, je suis des SI et j'ai imposé une durée de vie de 7 ans. Et on n'en démordra pas. Et donc, cette durée de vie de 7 ans, évidemment, proscrit en général les fruits, mais bon. Donc voilà, c'est vraiment important quand ça se traîne. C'est pas ça que je voulais poser comme question. Vous avez Samuel, il cherche les 2 plateaux de la balance là. On n'a pas parlé des mètres carrés. En fait, dans le bilan carbone de la France, il y a de mémoire un gros tiers qui est sur le béton et sur les bâtiments en général avec leur chauffage. Un bâtiment, c'est du verre et du béton. C'est 2 matériaux qui sont cuits, donc qui nécessitent énormément d'énergie pour être fabriqués. Et donc, est-ce que vous pensez qu'on a un levier là-dessus avec le numérique et plus précisément avec les nouvelles IA ?
Alors, je vais répondre, je me permets. Avec les IA, je ne sais pas. C'est possible que ça puisse aider. Avec les objets connectés, par contre, je vais dire une horreur, mais on peut avoir un meilleur suivi de type arrosage de plantes ou température dans les bâtiments, donc contrôle de chauffage notamment. On peut vite récupérer en économie de chauffage ou même détection de passoires thermiques, des choses comme ça. Voilà, détection de portes ouvertes, je ne sais pas, on peut imaginer plein de trucs. Et après, en IA, ça va être plus compliqué. Moi, j'ai moins de visibilité là-dessus. Peut-être mes collègues. J'aimerais parler au nom de Bouygues, mais de Bouygues Construction. Je sais qu'ils ont beaucoup d'applications, mais juste une petite anecdote. Aujourd'hui, je voyais une publicité, je pense que c'était à New York, avec un gros bâtiment en construction, chantier, habillé d'une publicité qui disait « Vas-y, ChatGPT, finis la construction. Ouais. » Donc, on verra les impacts. Non, mais ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'on peut envisager que les lieux où on enseigne, les universités, les écoles, les lieux de formation, soient divisés d'un facteur 2 en termes de mètres carrés grâce au numérique, et donc qui consomment beaucoup moins de carbone sur la partie bâtiment, qui est la plus consommatrice, bien loin devant le numérique. Je sais pas. Probablement oui, que le numérique, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'aspect expansion de l'éducation, permet de décentraliser un peu certaines choses et peut-être de donner accès chez soi à beaucoup plus de contenu. Et voilà. Après, je sais pas si socialement c'est quelque chose qui à l'école on apprend aussi à des aspects sociaux, donc il y a aussi ces enjeux-là qui sont importants. Voilà. Oui, juste un mot, j'ai travaillé à Télécom Paris, ça fait longtemps que j'en suis parti, mais il y a les développements de choses type visio, télétravail, etc. Enfin, le télétravail peut permettre de réduire les locaux. Les employeurs ont fait l'open office, enfin, pas l'open, pardon, le flex office et tout un tas de trucs délirants qui sont très stressants pour les employés. Et le télétravail, c'est vachement plus cool. Donc ça intéresse les grosses sociétés parce que ça leur permet de réduire les mètres carrés de bureaux, surtout quand ils envisagent en plus de réduire les effectifs. Donc voilà. Et donc dans les universités, le contexte est un peu différent, mais on l'a vu pendant les grèves l'an dernier, là, les activités sur les retraites, là, les grèves pendant les retraites. Moi, mon fils a eu pas mal de cours qui ont été transférés en visio, comme il y a eu pendant le Covid d'ailleurs. Donc ça permet d'économiser à terme des locaux éventuellement aussi, oui. J'ai une question en continuité de ce que Wassim a évoqué comme IA for Good. On parle de défis climatiques et donc aujourd'hui on a cette accélération de science. Qu'est-ce que vous pensez de l'accélération de la science dans les recherches de toutes les solutions qui peuvent proposer des systèmes de gestion justement de ces défis climatiques? Est-ce que la même loi de Moore peut s'y appliquer et on va accélérer la production de ces solutions, donc IA for Good? Juste pour donner un exemple, nous, quand on parle de l'IA frugale, on parle de GreenIM aussi, de l'autre facette qui est AI for Green, et il y a beaucoup de solutions pour répondre à tous les objectifs de développement durable, mais elles sont très peu connues. Après, il y a aussi beaucoup de facteurs qui entrent en compte, comme pour l'accessibilité aussi. C'est le coût, c'est ce que ça implique comme processus. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour que ces solutions soient aussi déployées une fois qu'elles existent. Donc, il faut tenir aussi compte de ça. Je ne sais pas si tu veux... Ouais, je rejoins complètement, et c'est la 30 secondes de pub pour une association qui s'appelle Latitude, qui œuvre pour une tech responsable et engagée. C'est ça le motto. Et donc ces deux mots, responsable, c'est comment on maîtrise les externalités du numérique, et engagé, c'est comment on utilise le numérique pour servir ces sujets-là. Donc effectivement, tout ce qui est tech for good et AI for good, il y a plein de choses qui se passent. Le danger qui nous guette, c'est l'effet rebond quand même. Donc il faut faire attention à ça. Mais voilà. L'association trouve sur tous les réseaux. Et non, mais l'association, son métier, son travail, c'est d'intervenir, de créer des programmes d'engagement pour les entreprises, les écoles, maintenant les lycées aussi, pour sensibiliser toute la population aux impacts du numérique, donc les externalités, et à ses capacités. Voilà. Latitude.cc, exactement.
Donc Latitude avec un S, au pluriel, .cc. Voilà, c'est une asso super bien, parce que je dis ça parce que j'ai travaillé avec eux. Moi, je vais être honnête, pour répondre à la même question, j'en sais rien. C'est comme tout à l'heure dans ma présentation, j'en sais rien. Moi, ce que je remarque, c'est que dès qu'il s'agit de dire ma solution, elle est trop bien, elle va sauver la planète, tous les services de com et de marketing sont au taquet pour faire mousser le machin, comme quoi, grâce à eux, on va sauver la planète. Bon, alors moi, j'ai beaucoup travaillé dans la com, et donc je sais la proportion de pipeaux qu'il y a là-dedans. Elle est massive. J'ai pas les chiffres, mais massive. Par contre, pour dire « Ah ouais, notre industrie abîme la planète », là, il n'y a plus personne, quoi. Et c'est un peu ça le problème, c'est que moi, je ne suis pas technocritique en tant que tel. Je suis informaticien, je suis passionné depuis que je suis enfant. Je kiffe avec l'IA, mais il y a un moment, il faut mettre les deux en rapport et dire... Et personne n'est payé pour le faire, en fait. C'est ça, c'est pour ça que je m'y colle, finalement. C'est, attendez, on est excité par l'IA, soit, mais n'oubliez pas qu'on a à gérer ce qui est probablement le plus gros défi de l'humanité pour les 100 ans à venir, c'est le changement climatique. Ça et l'effondrement de la biodiversité. Alors, c'est bien gentil de fantasmer sur l'IA qui va résoudre le monde, mais ne croyez pas les gens de la com qui sont payés pour vous faire croire que c'est vrai. Parce que c'est peut-être un peu vrai, et il y en a sûrement, il y a des gens cool, il y a des tas de trucs, il y a des tas d'aspects positifs. Typiquement, les études du GIEC, sans le numérique, ça ne marcherait pas. Le GIEC, donc les experts du climat qui se réunissent et qui font ces rapports qui sont fondamentaux, ces gens-là, sans le télétravail, sans la capacité à travailler aux quatre coins de la planète, les rapports du GIEC n'existeraient pas. Donc, sans numérique, ils ne sont rien. Donc oui, le numérique a un aspect positif pour comprendre comment fonctionne le climat et projeter les futurs, mais ne tombons pas dans le panneau de la com. Je suis super content parce que ça y est, j'ai mon équation. En gros, l'IA, c'est une solution pour l'éducation. C'est pas qu'on va réduire les mètres carrés, c'est qu'on va avoir un impact exponentiel. Puisque si on rend tous nos contenus plus inclusifs, plus disponibles, plus accessibles, en de multiples langues, concrets, comme ce matin, des gens qui sont venus me voir de Grenoble qui font un MOOC sur ça, et que du coup on a un impact beaucoup plus large, en fait tout réside dans l'éducation, parce qu'on parle de comment on évite l'effet rebond. Comment on convainc les gens qu'il ne faut pas changer de téléphone tous les ans. Tout ça, c'est l'éducation. Donc en fait, ça se mord la queue. Et c'est un cercle vertueux pour nous. C'est d'encourager l'éducation, de diffuser l'éducation. Et peut-être que l'IA nous aide à ça. Et peut-être qu'au final, on a vraiment notre impact, on l'a, quoi. Et la balance, peut-être. Voilà, allez-y. Pour conclure, je dirais que l'IA a plus besoin d'éducation que l'éducation a besoin de l'IA. Alors, je voudrais juste un truc anecdotique. Je pense qu'en préparation de cours, ça peut être une aide colossale pour écrire parce que c'est quelque chose qui est assez compliqué. Enfin, et en présentation aussi, préparer des présentations, des cours, ça peut vraiment faire gagner du temps. Et moi, je voudrais faire juste 15 secondes de pub, mais c'est un titre d'exemple. J'ai aucun intérêt financier à cette organisation. Il y a une boîte dont le nom m'échappe, c'est vous dire à quel point j'ai pas d'intérêt, qui a fait un produit qui s'appelle Climate Q&A, Question and Answers, questions-réponses. Et donc c'est une IA à qui on a fait gober tous les rapports du GIEC. Et donc vous lui posez des questions et elle vous donne des réponses. Et là où en plus elle est forte, c'est que dans les réponses qu'elle donne, elle cite les rapports et les endroits. Enfin, elle source en fait chacune de ces affirmations. Et ça, franchement, je trouve ça assez classe. Et je voulais terminer sur cette note d'espoir. On peut éduquer les gens avec de l'IA, en plus une IA qui source ses réponses sur des rapports
scientifique. Et en plus, c'est pas une grosse IA parce qu'elle est finalement éduquée sur un corpus qui est assez petit. Un rapport du GIEC, c'est seulement 10 000 pages. Non, mais c'est rien par rapport à ce qu'on fait gober à ChatGPT. Donc, c'est vachement intéressant. C'est une boîte qui s'appelle Equimetrix. Donc, cherchez Climate Q&A. C'est vraiment top. Moi, je l'utilise aussi souvent. J'ai plus rien à dire. Si vous n'avez plus de questions, je propose qu'on boucle. Puis on me fait des signes qu'il faut qu'on boucle. Merci beaucoup.